Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Louis Pélaez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du groupe Inventer la métropole de demain et vous nous annoncez aujourd'hui que vous allez demander l'annulation du budget de la métropole. Pour quelles raisons ? Alors effectivement, nous lançons un recours contre l'adoption du budget 2022 parce qu'on trouve que ça commence à faire beaucoup et que c'était un peu la goutte qui fait déborder le vase. Après le fait qu'à la ville de Lyon, par exemple, ils aient fait preuve d'incompétence et d'amateurisme en oubliant de faire voter la délibération sur la ZFE, en oubliant de faire voter la délibération sur le plan de protection de l'air. On a aujourd'hui à la métropole de Lyon, après l'épisode de la PPI, du plan pluriannuel d'investissement, pour lequel, de manière assez incroyable, le président de la métropole dévoile à la CADA qu'effectivement il n'y a pas de document qui présente et qui suit ce plan, qui est quand même un plan de 3,6 milliards d'euros, ce qui est pas rien, ce qui est du jamais vu, ce qui est incroyable, ce qui paraît absolument ubuesque. Aujourd'hui, on s'est aperçu, lorsqu'on a voté le budget en décembre, qu'ils n'ont pas présenté de rapport de développement durable, de rapport résilience et transition, ce qui est pourtant une obligation légale, ce qui est dans le code des collectivités locales depuis très longtemps. Et alors que toutes les communes, même les plus petites communes, que tous les départements, que toutes les régions le font chaque année, que même dans les autres collectivités détenues par les écologistes, évidemment, ils l'ont fait, et bien la métropole de Lyon a fait Ils ont cette présenté un situation document absolument incroyable de ne pas présenter de rapport développement durable. Ils ont présenté une délibération de 3 pages. Voilà. Qui se réfère au plan précédent. Oui, qui dit grosso modo, on prend le plan précédent du mandat précédent et on garde les mêmes objectifs. Sauf que ce n'est pas ça ce que dit la loi. La loi, elle a prévu justement qu'il y ait un rapport développement durable qui soit très précis, qui soit très détaillé, avec les objectifs, mais aussi les indicateurs de suivi pour savoir où on en est, pour savoir effectivement ce qui marche, ce qui ne marche pas et ce qu'il faut changer, pour obliger d'une certaine manière les collectivités à intervenir, à agir sur toutes ces questions de résilience écologique. Et là, on s'aperçoit que cette majorité qui est pourtant détenue par les écologistes, donc on pourrait penser que ça serait quand même leur priorité, eh ben, eux, ils ne le font pas. Et c'est totalement incroyable. Donc ça prouve que c'est, une fois de plus, malheureusement, que c'est de l'amateurisme, ou alors que c'est du dilettantisme, ou que c'est en tout cas assez irresponsable de leur part, ce qui est assez incroyable, hein, quand on est en train de parler de questions environnementales, quand même, hein, ce qui est normalement leur point fort, ce qui devrait être leur point fort. Ils nous ont, pendant toute la campagne, dit que le plan précédent... parce qu'il y avait un travail énorme qui avait été fait, qui avait été reconnu d'ailleurs comme étant un des plans les plus ambitieux d'Europe, où on avait rassemblé l'ensemble des différents plans, que ce soit les plans de protection de l'air, que ce soit les plans de développement d'énergie renouvelable, que ce soit sur la pollution de l'air, etc., en un seul plan, avec énormément de critères, des objectifs très précis, avec une méthode d'évaluation et de suivi. Et là, ils ne font que dire « oui, on reprend ce plan-là ». Pendant toute la campagne électorale, ils nous ont dit « c'est pas suffisant, c'est pas bon, ils n'ont rien fait, c'est catastrophique, nous on est là pour sauver la planète, c'est le dernier mandat pour le climat, c'est le dernier budget pour le climat ». Et là, non seulement ils ne présentent pas de développement durable, ce qui est incroyable pour nous, aberrant, ce qui est catastrophique, et en plus, ils disent on reprend les mêmes objectifs, parce que finalement, ils sont très bons. Je vous rappelle, il y a eu la quinzaine du développement durable il n'y a pas très longtemps, et il y a eu un webinaire sur Internet, et donc le vice-président Gelpa Bonaro a dit dans son intervention, je vous engage à la lire, oui, nous reprenons tous les objectifs du mandat précédent, parce que finalement, ce sont de très bons objectifs. Donc si c'était si bien que ça, pourquoi ils ont menti pendant la campagne en disant que c'était catastrophique ce qu'on avait fait, ce qu'on proposait ? Alors la justice tranchera le conflit, verra si elle annule ou pas le budget sur ce motif, mais on voit bien que c'est de toute façon une mesure qui est symbolique, puisque même l'annulation du budget n'empêchera pas la métropole de tourner. Ce que vous voulez pointer, c'est que finalement, sur les questions écologiques, ce nouvel exécutif avance trop lentement. Oui, l'objet, parce qu'on est des gens responsables, c'est pas de bloquer la machine, c'est pas de bloquer la métropole. Le recours, il est pas suspensif, il n'empêchera pas la métropole d'effectuer les dépenses. Mais en tout cas, ça obligera la métropole de se dire à un moment donné, il faut que vous respectiez la loi. Voilà. Surtout une loi qui normalement va dans votre sens.
Hein. Il faut que vous arrêtiez d'être des amateurs, il faut que vous arrêtiez d'être incompétents. On ne gère pas une métropole avec un budget aussi important. Je vous rappelle quand même, c'est un budget de plusieurs milliards d'euros, c'est de l'argent public, et donc on doit faire les choses avec un minimum de sérieux. Voilà. C'est ça qu'on veut mettre en avant. Et puis c'est l'occasion pour nous de rappeler quand même qu'il y a eu tromperie sur la marchandise. Ils nous ont fait croire sans arrêt, ils ont fait croire à tous les électeurs que c'était le dernier mandat pour le climat et qu'il y avait qu'eux qui étaient en capacité de sauver le climat à Lyon et de sauver la planète d'une certaine manière. Et on s'aperçoit aujourd'hui... Ce que vous dites, c'est que sur les questions environnementales, vous auriez fait plus. En tout cas, on aurait fait aussi bien qu'eux, voire mieux. Parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que tout ce qui a été voté aujourd'hui, parce qu'on nous reproche souvent d'ailleurs de dire mais vous vous opposez beaucoup à eux, mais vous votez toutes leurs délibérations qui concernent l'environnement. Mais évidemment, parce que depuis 2 ans, tout ce qui a été voté n'est que la déclinaison des plans qui avaient été mis en place dans le mandat précédent. Et que finalement, ils ne font rien de plus. Non seulement ils ne font rien de plus, mais en plus, ils ont une méthode qui font qu'ils sont en retard sur plusieurs sujets. Si on prend par exemple le développement des énergies renouvelables, on voit bien aujourd'hui qu'ils ne vont pas arriver, alors que pourtant ça devrait être là aussi, qui est symboliquement pour eux quelque chose de très important. On s'aperçoit qu'ils vont beaucoup plus lentement que nous, et qu'à la fin du mandat, lorsqu'on regardera réellement ce qu'ils ont fait, ils auront fait moins que ce qu'on aurait pu faire si on avait été... Les budgets d'investissement sur les sujets écologiques sur l'ensemble du mandat ont été considérablement élevés. Oui, une augmentation de 300 millions sur l'ensemble de l'investissement, et on nous explique effectivement que c'est la grande ambition et la révolution écologique. Sauf qu'on s'aperçoit qu'il y a quasiment 50% de ce plus qui est uniquement consacré à l'opération zéro déchet, qui est aussi une obligation légale. Et on s'aperçoit finalement qu'il n'y a pas une grosse ambition par rapport au mandat précédent. Et en tout cas, il n'y a pas plus que ce que nous, on aurait pu mettre en place ou ce qu'on avait annoncé pendant la campagne électorale. Sauf qu'en plus, ils utilisent une méthode qui n'est pas la bonne et qui fait que non seulement ils prennent du retard sur beaucoup de choses, que moi j'ai peur, et je ne suis pas le seul à le penser aujourd'hui... Vous dites pas bonne méthode, c'est trop de concertation. Non, c'est trop et c'est de mauvaise concertation. On perd du temps. On le voit sur le téléphérique, on le voit sur le plan métro. Finalement, sur les questions de mobilité, qu'est-ce qui va se passer pendant ce mandat ? Le seul élément supplémentaire qu'ils devaient mettre en place, c'était le T8. Le tramway que finalement ils ont décidé de ne pas faire, le téléphérique que finalement ils ont décidé d'abandonner, et en plus ils annoncent qu'il n'y aura pas de plan métro. Donc qu'est-ce qui va se passer pendant ce mandat-là ? Et en plus, tout est en train de prendre tellement de retard. On a perdu tellement de retard sur cette question du téléphérique. On a perdu tellement de retard sur le développement du métro que finalement, à la fin du mandat, on se demande bien ce qu'ils vont pouvoir présenter. Ils sont allés vite, par contre, sur le réseau vélo. Oui, parce que c'est un totem. C'est-à-dire, effectivement, mis à part sur leurs totems électoraux, le rêve, le revenu social jeune, par exemple, dont on s'aperçoit finalement qu'il ne concerne que 400 jeunes, c'est bien pour eux, mais ces 400 jeunes, ils auraient certainement pu rentrer dans d'autres dispositifs. On voit bien que ce sont des totems électoraux qui s'adressent effectivement à leur public, soit à l'aile la plus à gauche de leur majorité, soit aux gens qui leur ressemblent. C'est bien le problème qu'on peut reprocher aujourd'hui aux écologistes. D'ailleurs, est-ce qu'ils sont vraiment écologistes ? C'est qu'ils ne s'adressent qu'à ceux qui leur ressemblent. C'est pour ça que je les ai traités la dernière fois en séance d'égologistes. L'ego, le moi, ils ne s'adressent qu'à ceux qui leur ressemblent. Alors que quand on est en responsabilité, on se doit de s'adresser à l'ensemble de la population. Parce qu'on doit intervenir sur l'ensemble de la population et on doit convaincre l'ensemble de la population. Ce qui fait la grosse différence entre eux et nous, même si sur les critères environnementaux, on aurait fait la même chose, on aurait fait mieux qu'eux. Non seulement c'est la méthode, mais c'est la façon de gouverner. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas clivé comme ils ont clivé. Jamais il y a eu autant de tensions dans cette métropole depuis qu'ils sont aux manettes. Jamais. Ils ont réussi à se mettre l'ensemble de l'opposition contre eux. Ils ont réussi à se mettre l'ensemble des communes et des maires contre eux. Ils ont réussi à se mettre l'ensemble du système économique et de la construction, et notamment du monde du logement. Ils ont même réussi à se mettre contre eux le monde de la culture. C'est effectivement une énorme différence entre eux et nous, entre la façon dont eux gèrent et dont nous, on aurait géré. Sur la question de la piétonisation qui arrive en concertation cette année, est-ce que vous dites aussi que vous seriez allé plus vite et plus loin ? D'ailleurs, aujourd'hui, je vous rappelle qu'il ne parle plus de piétonisation, il parle de presqu'île apaisée.
Voilà. Et là aussi, pour l'instant, on n'y voit pas clair. Je ne suis même pas sûr qu'eux-mêmes sachent véritablement ce qu'ils veulent faire. Et donc, tout ça va... Est-ce que vous seriez allé dans cette direction? Oui, oui. Alors, pas avec la même méthode, pas avec la même volonté de forcément s'opposer à 150% contre les voitures et contre ceux qui ont des voitures. On aurait forcément agi différemment. On aurait agi différemment sur les questions de mobilité, on aurait agi différemment sur les questions de parking, c'est évident, notamment sur les parkings relais. Bien sûr qu'on aurait agi différemment sur les questions de mobilité, qui est effectivement un noyau dur de différence avec eux. Parce qu'effectivement, nous, on pense que la voiture est un des éléments de la mobilité. Une voiture qui sera de toute façon différente, on le voit bien aujourd'hui. La plupart des voitures qui se vendent sont des voitures hybrides ou des voitures électriques. Et que donc, il faut diminuer la part modale de la voiture. Mais pour autant, on sait que la voiture continuera à exister. Et donc, il faut arriver à trouver l'équilibre entre les deux et faire en sorte, notamment, que les gens aient d'autres possibilités de contournement de l'agglomération que d'être obligés de traverser la ville de Lyon. Un dernier mot sur le partenariat avec Oxfam. Vous êtes monté au créneau pour dénoncer un conflit d'intérêts. Pour vous, il y a conflit d'intérêts dès lors que la présidente d'Oxfam est l'ancienne écologiste Cécile Duflot. Non, mais là aussi, c'est assez symbolique que cette association ait des actions humanitaires. C'est très bien, personne ne n'est contre. Sauf que là, on s'aperçoit, ce que je disais encore tout à l'heure sur l'égologisme, c'est-à-dire que c'est l'entre-soi, on s'adresse qu'aux personnes qui nous ressemblent. Et là, c'est assez flagrant. Alors qu'ils nous donnent des leçons de morale, ils nous en ont donné beaucoup pendant la campagne, mais ils continuent à nous en donner aujourd'hui, ce qui est assez incroyable, notamment sur les questions de conflit d'intérêts, qu'ils mettent eux-mêmes dans les délibérations de subventions aux associations qu'il faut les critères pour éviter les conflits d'intérêts, et ils ne se l'appliquent pas à eux-mêmes. Et ce dossier est assez révélateur quand même. On le voit bien quand le dossier a été présenté en commission, qu'il y avait un malaise, que le vice-président était très gêné vis-à-vis de ce dossier qui leur avait été imposé par le cabinet, une association à qui on ne demande pas les mêmes éléments qu'aux autres associations. Je vous rappelle par exemple que pour le Rhône Lyon, on leur a demandé des critères de développement durable extrêmement forts, et comme par hasard, pour la course de Oxfam, on leur demande rien. On leur donne 61 000 euros. Le seul financeur, c'est la métropole de Lyon, alors qu'ailleurs, on demande sans arrêt à ce qu'il y ait des cofinancements. Et on s'aperçoit que la présidente, c'est Cécile Duflot, qu'elle se présente comme une amie de Bruno Bernard, et que le directeur de cabinet aujourd'hui de Bruno Bernard a été directeur de cabinet de Cécile Duflot. Donc on voit bien quand même que là-dedans, il y a des choses qui sont on ne peut pas dire que ce soit caché, hein, c'est des choses qui sont sur la place publique. Ah ben oui, mais c'est bien justement pourquoi on le dit. C'est bien pour ça que si c'était tellement évident, ils auraient dû faire attention. Ils auraient dû faire attention. Voilà. Quand on donne des leçons de morale, on fait attention d'être soi-même totalement irréprochable. Un dernier mot sur l'élection présidentielle. Vous n'avez parrainé aucun candidat. Est-ce que vous allez malgré tout en soutenir un d'ici le premier tour, ou au moins aller voter au premier tour ? Ah ben, je vais aller voter, ça c'était évident. Vous m'avez déjà posé la question la dernière fois, je vous avais dit que j'avais un problème dans le déséquilibre qu'avait pris Emmanuel Macron entre le centre gauche et le centre droit, et que je ne comprenais pas pourquoi il était tellement allé du côté centre droit. Dans les mesures qu'il présente aujourd'hui, je pense par exemple à la retraite à 65 ans, effectivement ça ne me convient pas du tout, je trouve que c'est une erreur considérable. Quand on lit tous les documents qui sont présentés par le corps, hein, la commission qui avait été mise en place, c'est une commission totalement indépendante. On s'aperçoit que ce n'est pas un choix budgétaire, ce n'est pas un choix financier que la retraite à 65 ans, c'est uniquement un choix politique, et que donc il a fait un choix politique pour se diriger vers un électorat de droite. Bon, je ne comprends pas cette attitude-là. Après, je ferai comme tout le monde, hein, je choisirai pour ce qui me semble être le meilleur ou le moins pire. Et quand je vois aujourd'hui ce qui se présente à moi, effectivement, le choix se réduit. Anne Hidalgo peut-être ? Non, parce que si je suis toujours un homme qui a des valeurs de gauche extrêmement importantes, j'ai peur de cette gauche-là. J'ai peur de ce qui représente aujourd'hui sur les questions d'universalisme, sur les questions de communautarisme, sur les questions de laïcité. C'est pour ça que j'ai aussi très peur de Jean-Luc Mélenchon. Aussi bien, je pourrais penser que la démocratie aurait certainement à y gagner, à ce qu'effectivement il puisse y avoir un candidat de gauche au second tour, mais ce candidat-là, effectivement, me fait extrêmement peur. Bon, on comprend que finalement vous irez voter Emmanuel Macron.
je choisirai ce qui est le moins pire pour mon pays. Louis Pélez, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.